Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver ce dimanche 6 novembre. Voici les informations que nous allons développer. Wharereira, c'est le thème du Festival des Australes, événement qui a débuté hier à Tupuai. Les délégations des 5 îles des Tu'ape se rencontrent à nouveau. Quelques moments forts sont à retrouver dans ce journal. C'est un glissement de terrain qui aurait pu avoir de graves conséquences. Hier, à cause des fortes pluies, un couple de Mahaena a dû être évacué de sa maison. Nous sommes retournés les voir aujourd'hui. Des lots de perles vendus aux enchères à des prix plutôt bons, illustration d'un secteur qui tente de se relancer. Focus ce soir sur la perliculture polynésienne qui va de mieux en mieux, même si ça reste encore très timide. Le port autonome, structure essentielle de l'économie polynésienne, fêtait ses 40 ans en 2002. Dans notre Fénois d'avant, vous aurez l'occasion d'en savoir plus sur son évolution et sur les différents aménagements au fil du temps. Bonsoir à toutes et à tous. Le Festival des Australes a officiellement débuté depuis hier sur l'île de Tupuai. Le président du pays, quelques membres du gouvernement, le président de l'Assemblée et 2 parlementaires ont assisté à l'ouverture de l'événement. Le thème Wharereira a été choisi, traduisait la rencontre entre les Tu'ape. À noter que 5 personnes ont reçu la médaille de l'ordre de Tehitinui des mains du président du pays. Il s'agit de Piero Whareire, Ernest Teinauri, David Poetei, Eleanor Tev-Atua et de Pascal Tau. Pendant une semaine, donc, la culture des Tu'ape sera au cœur de toutes les attentions. Les chants et les danses, le savoir-faire culinaire ou encore l'artisanat des 5 îles, Tupuai, Rurutu, Reivave, Rimatara et Rapa, ils se sont préparés au mieux pour ce beau moment de partage. On voit cela avec Corinne Tehitia et Marcel Bonneau. Rapa peaufine les derniers détails avant le grand jour, une danse qui retrace leur vie et l'héritage laissé par leurs ancêtres. Mais la fierté de l'île est le comité des sages qui garde une place importante dans leur culture. Nos terres sont gérées par le comité des sages et règle d'or, interdiction à la vente. Jusqu'à aujourd'hui, aucune partie de notre île n'a été vendue. La transmission, c'est également l'axe retenu par la délégation de Reivave. Face à l'évolution des mentalités, et plus particulièrement chez les jeunes, il est important aujourd'hui de tout mettre en œuvre pour préserver la coutume. De notre côté, on a choisi un thème où on a plutôt basé sur les anciens, sur nos anciens, sur nos parents. Voilà, c'est plutôt une rencontre des temps anciens, quoi. Une rencontre, une transmission aussi de savoir peut-être entre les jeunes aujourd'hui. Une transmission, ouais, peut-être que ça va être des apprentissages pour nos jeunes. À Rimatara, l'accueil sera mis en avant et plus particulièrement les différentes manières d'accueillir tel ou tel invité ou fêti. Une fierté pour Nelly Atapo, une des responsables de la délégation. Aujourd'hui, quand les clients, les touristes viennent sur notre île, il y a plein qui demandent pourquoi on fait le feu. Eh bien, nous, on répond, en fait, c'est pour vous purifier. Voilà, pour que vous n'ameniez pas le truc, je sais pas, ce qui n'est pas bon sur notre île. C'est pour ça qu'on fait la fumée, mais ce n'est pas avec n'importe quel feu qu'on fait. Et on fait avec des plantes spéciales qu'on appelle les raras. Près de 500 festivaliers feront vivre la culture de l'archipel des Australes. Et 33 ans après le dernier festival, l'émotion est à son comble et le spectacle promet de belles surprises. Et dans le cadre de ce Festival des Australes, la pirogue double Fafaite Iteo Maori a navigué jusqu'à Tupuai pour l'ouverture de l'événement. 16 membres d'équipage, dont 2 Maoris, un maître navigateur et son apprenti, sont revenus 10 ans après leur premier passage sur l'île. Ils sont arrivés vendredi. C'était une occasion idéale pour se former à la navigation sans instrument. Écoutez Titawa Tepuari, le capitaine de Fafaite, qui revient sur les conditions de leur voyage au micro de notre envoyé spécial Marcel Bonneau. On a quitté Tahiti le soir même, on avait 2, 3, 4 mètres de houle, conditions un peu rudes. Ouais. Vous avez fait des allers-retours par rapport à... Ah oui, il fallait, parce qu'avec les conditions, à cause du vent, le vent ne
vraiment favorable pour la descente sur Tupouy. Donc on était obligé de rester au pré. Donc on est arrivé par côté Rurutu. Donc pour revenir sur Tupouy, il fallait faire des virements de bord. Et puis on l'a appris il y a moins d'une heure, une voiture a été emportée par les eaux dans la vallée de la Maroto à Papen'o, au niveau du premier barrage, peu avant 17h30. La crue a surpris les 6 occupants, dont des enfants. Une famille qui circulait dans un pick-up. L'hélicoptère Dauphin a été engagé en renfort des pompiers, des policiers municipaux et des gendarmes. D'après nos informations, un des occupants a déjà été récupéré. La voiture a été retrouvée dans la rivière sans ses occupants. La vigilance orange a été levée sur l'archipel de la Société, mais aujourd'hui encore, il a beaucoup plu. Pas de glissement de terrain ou d'inondations supplémentaires à déplorer. Ce soir, on revient sur l'éboulement qui a failli ensevelir une maison à Mahaina. Le couple de propriétaires a été évacué puis relogé. On fait le point avec Nicolas Suir et Patrick Tsinsing. Des milliers de mètres cubes de terre, de pierres et de troncs d'arbres ont dévalé ce pan de montagne hier. Un éboulement qui aurait pu ensevelir cette maison. Heureusement, le glissement de terrain ne s'est pas fait en une fois. D'abord, à 4 heures du matin, quelques pierres et un peu de terre se désolidarisent de la montagne, alertant les habitants. Le reste est tombé dans la journée. Miraculeusement, les dégâts sont minimes. On avait vraiment eu peur de ce phénomène-là, parce qu'on voyait tout. Le gonflement de la terre, et puis la coulée et tout. Quoi. Et ça fait du bruit là? Oui, ça faisait du bruit, ça faisait des craquements. Et puis ensuite, la terre elle se lâchait, quoi. Mais voilà quoi. Ça a été impressionnant? Oui, carrément. Cette femme et son mari se réfugient chez des parents juste en face après avoir pris quelques vêtements et leurs papiers d'identité. Tout le quartier, soit 5 maisons, doit évacuer, mais tous ne s'exécutent pas. Je vais voir. S'il pleut encore, ben je vais aller encore chez ma cousine. S'il ne pleut pas, ben je reste. C'est la première fois qu'un tel événement se produit ici. C'est un choc, même si les risques étaient avérés et que les habitants en étaient conscients. Quand il ne fait pas beau, il ne faut pas venir à la maison parce que voilà, au cas où. Et voilà que hier, à 4 h du matin, heureusement, il n'y avait pas les enfants avec nous, nos petits-enfants, voilà quoi. Comme c'est la première fois que je vois ça, j'ai peur. Et sur le coup, tu avais eu peur déjà pour ta fille? Oui. Et là encore, tu as peur? Oui, je tremble. Si soit il va pleuvoir encore, ça risque de tomber encore la montagne. Le déblaiement du terrain devrait être réalisé par les services municipaux et ceux de l'équipement dès que le beau temps sera de retour. En attendant, les habitants qui sont restés scrutent le ciel à chaque instant. L'île de Ta'a était quasiment coupée du monde. Bon, j'exagère un petit peu, mais depuis ce week-end, à cause des fortes pluies, les habitants étaient privés de télévision, de téléphone et d'Internet. Les coupures d'électricité à répétition ont provoqué la panne de plusieurs équipements de l'opérateur Onati qui tente de rétablir ses services dans les meilleurs délais. Une partie du réseau a été remise en service. Écoutez les précisions du maire de Ta'a, Patricia Amaru. On n'a pas eu de début d'explication. Il n'y a rien eu. J'ai encore un secteur où je ne peux pas joindre. C'est difficile parce que s'il nous arrive quelque chose de très grave, comment allons-nous faire? Voilà le problème. Hein? Bon, je ne peux pas non plus accuser qui que ce soit, mais il y a tellement eu de vent très fort, des rafales hier soir. Ça nous a perturbés, hein? Que ce soit au niveau de la télécommunication, au niveau aussi de notre courant. On a eu des problèmes parce qu'il y a eu des coupures. Et puis la jeune femme de 44 ans, nous vous en parlions hier, est toujours recherchée à Mo'orea. Des pompiers, des gendarmes et des bénévoles ont été mobilisés aujourd'hui dans le secteur de Popo. La météo a quelque peu compliqué les choses. On parle d'économie désormais et de perliculture. Les ventes aux enchères se sont enchaînées et c'est une bonne nouvelle car vous le savez, la production d'huîtres perlières a fortement baissé. Les exportations ont été divisées par 2. La valeur de la perle a considérablement chuté, mais désormais, l'heure est à la relance. Mélodie Ouilamoa Fassionné.
Elle a le sourire, Pamela. Les cadeaux de Noël sont assurés. Elle vient d'acquérir un important lot de perles à un prix inespéré. C'est une bonne affaire. Hein? C'est la première fois que je vois avec un prix que j'ai payé à 41 000 francs. C'est un gros lot. Hein? Des dizaines de lots de perles, de bijoux vendus aux enchères publiques de liquidation judiciaire ce vendredi. 2 entreprises perlières ont dû déposer le bilan après une période houleuse pour l'ensemble du secteur. Avec une crise amorcée dans les années 2000, le coronavirus et ses conséquences économiques, l'absence des greffeurs chinois entre autres, la production s'est effondrée. Certaines fermes arrivent à on va dire 20 ou 25% des fermes continuent à travailler, arrivent parce qu'ils avaient une bonne structuration, ils ont pu avoir gardé soit du personnel chinois qui n'est pas parti, soit des greffeurs locaux qu'ils avaient avant. Ils arrivent à s'en sortir, mais sinon le reste de la filière est complètement au fond du trou. Hein. La dernière ferme perlière de Rangiroa a pu se maintenir grâce notamment à son activité touristique, ce qui leur a permis de remonter un peu le prix moyen de la perle à l'époque. En 2020, il était à 270 francs, son niveau le plus bas jamais enregistré. Aujourd'hui, les cours remontent à plus de 50% pour certaines catégories. C'est sûr, ça va faire du bien aux perliculteurs, la remontée des cours, mais pour combien de temps? Moi, ma crainte, c'est que il y ait trop de situations différentes, avec une fois les prix très hauts et ensuite les prix très bas. Et en fait, ça déstabilise tout le monde, il n'y a plus de visibilité. Côté bijoutier, le ciel s'est un peu éclairci avec le retour des touristes. Situation contrastée par contre pour les ventes en gros à l'étranger. L'une des solutions, selon le syndicat des négociants, est de faire revenir les clients et surtout les acheteurs historiques. On a quelques clients américains, européens qui commencent à revenir, mais ce n'est pas le gros de notre clientèle. Le gros de notre clientèle sont les Asiatiques, comme elle vous expliquait, les pourcentages sont là pour parler, hein, ils représentent 80% de nos clients. Et ces clients-là ont besoin de voir une marchandise quand ils l'achètent, de la voir, de la toucher, de l'estimer. Et là, pour l'instant, ils sont bloqués, donc c'est compliqué. Une sortie de crise espérée pour cette filière en peine qui doit encore faire face à d'autres grands défis, notamment une pénurie potentielle de captage de nacre. Aux Marquises, on connaît la CODIM, la communauté de communes, mais désormais les maires souhaitent s'orienter vers une communauté d'archipel. Un projet d'évolution du statut des îles Marquises a d'ailleurs été présenté le mois dernier au haut-commissaire de la République et au président du pays. Les compétences dans des domaines tels que le tourisme, l'artisanat, la pêche ou le foncier seraient élargies. Mélodie Ouilamoa Sionné avec nos correspondants de la Terre des Hommes. Les Marquises veulent-ils leur indépendance? Non. Les maires l'ont longuement évoqué avec les décideurs du pays la semaine dernière. Les professionnels de l'archipel soutiennent plus ou moins ce projet de communauté d'archipel. À Nukuhiva, Déborah Kimitete, prestataire d'activités touristiques, n'est plus à convaincre. Aujourd'hui, à Nukuhiva, nous en avons 3 sentiers balisés, mais dans les autres îles, ils n'ont toujours pas ces sentiers balisés. Tout ça parce qu'on leur dit, à chaque fois qu'ils demandent des moyens financiers, on leur dit, c'est pas votre compétence, c'est la compétence du service du tourisme. Donc, du coup, ils ne peuvent pas avancer sur leur projet. Même son de cloche sur Ouapo, où les professionnels de l'île se disent favorables à l'évolution du statut des marquises. Une promesse de développement contrôlé et autogéré. Pour nous artisans, et comme pour d'autres secteurs d'activité, tels que pour les pensions, pour les pêcheurs, les agriculteurs, cela nous permettra un peu plus peut-être de nous faciliter au niveau de la vente et voilà, de vendre un peu plus en dehors, quoi. On va peut-être mettre en place nos jeunes qui ont toutes ces compétences, qui ont fait des études à l'extérieur, ils reviendront ici. C'est que du bonheur de remettre nos jeunes à travailler, à faire le développement de notre île. Certains professionnels de Hivaoa estiment cependant avoir déjà ce qu'il faut à Nukuhiva, notamment pour toutes les démarches administratives des entrepreneurs. Quand on investit dans un pays, on ne fait pas du n'importe quoi, on ne vient pas pour faire du n'importe quoi, soit mettre en péril d'autres entreprises ou même soi-même. Donc il faut y réfléchir et le pays est là pour nous protéger aussi en même temps. Ce projet de communauté d'archipel a été initié il y a 10 ans par les Hakaiki marquisiens. Il sera présenté à Paris prochainement au Congrès des maires d'outre-mer. Un portrait désormais, celui d'un sans domicile fixe, pas comme les autres, exclu de la société malgré lui.
Franck Hurtebis est ingénieur de formation, passionné de mathématiques. Il est arrivé en Polynésie après des accidents de la vie et aujourd'hui, il essaye tant bien que mal de remonter la pente. Nicolas Suir et Patrick Tsing l'ont rencontré. Il n'en a peut-être pas l'air, mais Franck vit dans la rue depuis près de 3 ans à Tahiti. Ingénieur de formation, jamais il n'aurait pensé tomber si bas. Dans sa Bretagne natale, il a créé sa propre école de mathématiques. Des cours particuliers qu'il a dispensés pendant 10 ans, en plus des cours universitaires et dans d'autres établissements. Il se targuait de former les élèves parmi les plus brillants. La noblesse en fait d'un raisonnement scientifique à proprement parler, ça s'apprend. On va apprendre à travailler, on va pas être scolaire en fait, ou à simplement bien noter sur son cahier pour que ça soit bien présenté, on met du fluo, c'est bien... Non, on va prendre du recul pour dire qu'est-ce qu'on en a retenu de tout ça. Après le décès de sa mère, il décide de tout vendre pour faire le tour du monde à la voile en solitaire. Pendant près de 15 ans, il sillonne l'Atlantique puis le Pacifique jusqu'au jour où il s'échoue sur un récif de Papouasie. À partir de là, il travaille dans différents pays du Pacifique, mais en Polynésie, l'éducation nationale et l'enseignement privé lui tournent le dos. Une situation qu'il pense être la résultante de l'exigence qu'il s'est fixée. On me l'a demandé en Calédonie d'augmenter les notes. Il faut que tout le monde soit content. Alors si les gens ils ne pensent pas que je dis la vérité, qu'ils viennent avec moi, je prends un élève et puis moi je lui fais un petit test en 2 secondes et vous allez voir en fait l'efficience en fait des choses véritablement. Il ne lui reste que quelques cours particuliers, dont un avec la fille de son meilleur ami. Des leçons par visioconférence car cet élève se trouve en France métropolitaine. La relation des deux fait qu'Anne-Charlotte vraiment a des résultats extrêmement positifs dans ses apprentissages et reconnue aussi pour l'attention qu'elle développe dans cette acuité de l'apprentissage des mathématiques. Donc globalement, c'est très positif. Ces cours particuliers ne sont pas assez nombreux pour lui permettre de payer un loyer. Aussi, Franck se demande où il dormira chaque soir et hors de question d'aborder des sujets aussi sensibles que les vols et autres agressions qu'il a subies dans la rue. Dans la rue, c'est mettre quelqu'un dans la cage au lion. Donc c'est un vortex vers le bas. Si la société, en fait, au jour d'aujourd'hui, ne me donne pas un minimum, c'est-à-dire un toit, un bureau et un ordinateur et un moyen peut-être de me déplacer, c'est impossible de pouvoir remonter la pente. Luttant pour ne pas se laisser abattre, il espère de meilleurs jours avec ses amis, les mathématiques qu'il estime magnifiques et qu'il souhaite partager avec le plus grand nombre. Cette superbe performance des basketteurs polynésiens en Nouvelle-Zélande dans le cadre de la Polynesian Cup. La sélection masculine a décroché l'or et la sélection féminine le bronze. Ces résultats sont synonymes de qualification pour les Jeux du Pacifique 2023. Les 2 équipes enchaînent avec un autre tournoi, l'Asia Cup en Mongolie, du 10 au 15 novembre. Dans notre Fénois d'avant, on retrace l'histoire et le développement du port de Papeete, considéré aujourd'hui comme le cœur de l'économie locale. Vous allez le voir dans ce sujet de Caroline Jouré. Les aménagements ont été progressifs. Replongeons dans ces archives. En 1850, les navires au long cours font escale à Tahiti, puis les messageries maritimes. Le quai des paquebots date de cette époque. Il a bien sûr été agrandi et rénové plusieurs fois. Au début du XXe siècle, le percement du canal de Panama accentue encore l'activité portuaire. Avec la construction d'une nouvelle cale de halage à Faleute en 1950, la mise en service d'un appontement pour les pétroliers, le port devient trop encombré. Il est saturé, au bord de l'asphyxie. Tournant de l'histoire, le 5 janvier 1962, c'est la création du port autonome de Papeete. Établissement public à caractère administratif, il dispose d'une autonomie de gestion. Dès lors, expansion ou extension du port vont aller très vite. Avec l'installation du centre d'expérimentation du Pacifique au début des années 60, de nouvelles infrastructures voient le jour. L'îlot de Motuuta est rattaché à l'île de Tahiti. Zone sous douane, hangar, entrepôt frigorifique, installation industrielle, construction d'une digue de protection, dépôt d'hydrocarbures, DCAN, chantier naval, nouveaux quais, nouveaux espaces de travail, investissement, plus d'1 milliard de francs pacifiques, dont 90% à la charge de l'État.
Dans les années 90, le moratoire, puis l'arrêt définitif des essais nucléaires, suivi du départ du CEP, n'ont pas fait baisser l'activité du port autonome. Au premier plan de la reconversion économique, il doit s'adapter au développement et subir de nombreuses transformations. En 2002, le port autonome fête son 40e anniversaire. Il entre dans le 3e millénaire avec un schéma directeur adopté en 2000 qui prévoit 19 opérations d'investissement programmées sur 10 ans pour près de 12 milliards de francs pacifiques. L'information principale de ce dimanche soir, c'est cet événement dans la vallée de la Maroto. Un véhicule pick-up a été emporté par la rivière. À l'intérieur, il y avait une famille avec des enfants. La voiture a été retrouvée. Un seul occupant pour l'instant a été secouru. Les autres sont toujours recherchés. Les secours cherchent actuellement 2 adultes et 3 enfants. L'hélicoptère Dauphin a été déployé. Un second hélicoptère va venir appuyer les recherches. À retenir dans l'agenda de la semaine à venir, ce rendez-vous international, la COP27 en Égypte. Ce sera jusqu'au 18 novembre. Mardi, au tribunal correctionnel, il y aura également l'affaire, le procès des policiers qui s'étaient battus au quai de Vaiharé. L'affaire avait été renvoyée. Et puis jeudi, à la Maison de la Culture, le 21e Salon du Livre qui se tiendra jusqu'au 13 novembre. Et ce soir, sur votre petit écran, donc, ce dimanche, le téléfilm français L'Apparition avec Vincent Lindon, qui incarne un grand reporter chargé d'enquêter sur plusieurs apparitions de la Vierge Marie. Un peu plus tard dans la soirée, vous pourrez suivre votre série Une belle histoire. Tahiti Info, également titre sur le Festival des Australes, les Tuhape 33 ans après. Voilà pour l'information, c'était un plaisir de vous accompagner tout au long de ce week-end. Demain, retrouvez Vito Tapo et Cybèle Plichard. Je ne vais pas vous revoir avant un petit moment, alors prenez bien soin de vous et passez une excellente soirée. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.